Bonjour à tous. On va commencer cette conférence. Donc je suis Marion Savoie et on va parler aujourd'hui des gisements de sobriété dans le bâtiment et dans le tertiaire avec trois invités. Aujourd'hui, alors pourquoi cette thématique tout d'abord en France, aujourd'hui, le bâtiment représente 40% à peu près des émissions de gaz à effet de serre, des consommations énergétiques et 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'échéance est rappelée très souvent, à l'horizon 2050, nous devrons être à zéro émission de carbone. Ce sera la règle, même dans le bâtiment. Voilà, donc avec de grandes économies à réaliser dès aujourd'hui. Donc pour en parler, je vais laisser chacun de nos invités se présenter rapidement et puis après on attaque la table ronde. Je vous laisse prendre le micro, Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Donc Sébastien Hira, je suis responsable du service énergie du patrimoine de la métropole de Lyon. Je détaillerai après. Bonjour, je m'appelle Virginie Haché-Vincenot. Je travaille à la mission pour la transition énergétique auprès du gouvernement princier de Monaco. La mission transition énergétique a pour optique de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la principauté. Et les chiffres viennent d'être rappelés par Marion. À Monaco, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, c'est 30% de nos émissions totales. Une petite moitié de gaz, une deuxième moitié de fuel, mais on l'a interdit depuis le 1er janvier 2022 pour chauffer les bâtiments, et 7% de climatisation. Donc c'est un sujet important pour nous, on travaille beaucoup sur le bâtiment et je suis ravie de pouvoir partager ces éléments avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, Étienne Jadot, je suis délégué à l'efficacité énergétique à la SMEG, qui est la société monégasque d'électricité et de gaz, donc le fournisseur et distributeur d'énergie à Monaco. Et on développe une solution qui s'appelle Smart Plus d'efficacité énergétique pour notamment appuyer la MTE dans ses objectifs de décarbonisation de la principauté. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Sébastien. Peut-être que vous pouvez déjà nous rappeler la différence la différence entre sobriété et efficacité énergétique. C'est pas la même chose. Oui, alors ça a animé beaucoup de débats parce que c'est un mot qui est utilisé depuis pas mal de temps dans le domaine de l'énergie, cette notion de sobriété. Et on a souvent tendance à la confondre ou en tout cas à mélanger les thématiques entre sobriété et efficacité. Pour faire simple, la sobriété, c'est tout simplement réduire nos besoins. C'est-à-dire sans changement majeur d'équipement, voilà, on réduit nos besoins. On pourra étayer tout cela d'exemples. L'efficacité, c'est mieux utiliser l'énergie, sans forcément réellement se poser la question de l'usage qui en est fait. C'est vraiment d'utiliser au mieux l'énergie. Et j'ai envie de dire moi, qu'avant la sobriété, il y a la chasse au gaspillage, qui doit être avant la sobriété le moteur, et en tout cas c'est ce qu'on met en œuvre au sein du patrimoine de la métropole de Lyon, de réduire nos consommations et de réduire le gaspillage. On pourra, si on en a l'occasion, détailler ce qu'est ce gaspillage. Pour rester sur la métropole de Lyon, et puis comme ça, après, on parlera de la principauté. Quelle est la cartographie, en tout cas la carte d'identité des bâtiments sur la métropole aujourd'hui ? Alors la métropole de Lyon, on gère un parc d'à peu près 500 bâtiments pour une surface globale d'1 million de mètres carrés, 130 gigawattheures de consommation d'énergie, principalement pour du chauffage, donc que ce soit du gaz ou du chauffage urbain, puisque la métropole de Lyon a aussi cette compétence-là que de développer les énergies renouvelables via les réseaux de chaleur. Et si on devait imaginer à quoi ressemble l'ensemble du patrimoine bâti, imaginez un appartement de 100 mètres carrés qui serait étiquette C, voilà, donc plutôt ancien, plutôt dans son jus, mais pas trop mal non plus. Chauffé au gaz, mais il y aurait une pièce qui serait plutôt chauffée au chauffage urbain, et il y aurait une pièce qui serait climatisée. Des installations qui sont pilotables, c'est-à-dire qu'on peut gérer les températures de confort, gérer le moment où l'on chauffe, le moment où on ne chauffe pas. Et puis globalement, dans ce million de mètres carrés, vous avez 2 tiers des surfaces qui sont portées par des collèges,
puisqu'on a cette compétence-là au sein de la métropole de Lyon. Donc on a plus de 80 collèges sur le territoire, avec des occupations assez intermittentes, hein, évidemment, des coupures pendant les vacances, etc. Et le reste du patrimoine, c'est principalement du tertiaire, donc on accueille nos collègues, on accueille du public aussi, avec des bureaux. Donc on a des bâtiments de 10 mètres carrés jusqu'à le plus gros bâtiment qui est l'hôtel de métropole à plus de 30 000 mètres carrés. Donc une très grande diversité, des modes de chauffage différents, mais une carte d'identité qui est plutôt à une étiquette énergie C. Alors, comment aujourd'hui est vue la sobriété énergétique au sein de la métropole? Depuis quand c'est une question qui se pose et des actions qui sont mises en place? Alors, on n'a pas attendu la crise des coûts et la crise énergétique de 2022 pour agir sur nos consommations avec la recherche et puis la traque au gaspillage. Donc concrètement, ce qui est notre moteur au sein de la métropole et puis plus particulièrement pour la question du bâtiment, c'est simplement de chauffer au bon moment à la bonne température. Pourquoi je parle principalement de chauffage? Parce que c'est 75% des consommations énergétiques du patrimoine bâti. Donc c'est là où on a vraiment le levier le plus fort. Et donc là, on a depuis maintenant plusieurs années les outils qui nous permettent de répondre à cet objectif de chauffer au bon moment à la bonne température. Et puis, on dit au bon moment à bonne température, c'est moins, par exemple, là, sur cet hiver qui vient de passer? Typiquement, sur l'hiver qui vient de se passer, un peu comme toutes les collectivités locales en France, et puis dans le mouvement qui a été initié, c'est de cranter un petit peu plus sur cette notion de sobriété. Et de parler de sobriété des usages, des diverses modalités qu'on peut imaginer dans la sobriété. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce que l'on peut piloter en centralisé, on l'a fait, c'est-à-dire abaisser les températures de consigne, c'est-à-dire que la réglementation en France, c'est 19 degrés en moyenne dans un bâtiment. Donc on s'est tenu à cette réglementation. Il faut avouer qu'on avait par le temps eu des petites dérives, des plutôt 20-21 degrés. Donc là, c'était de revenir à la réglementation. Premièrement, et puis deuxièmement, d'avoir des actions de communication pour aller chercher justement la sobriété individuelle, celle qui dépend des comportements, donc de renforcer les notions d'éco-gestes, de bien expliquer et de démontrer l'intérêt qu'on pouvait y trouver. On a souhaité aussi aller au-delà de la notion de télétravail, on en parlera peut-être plus précisément. L'idée du télétravail et de la sobriété énergétique est un vrai sujet. Je vous invite à lire, il y a un rapport de l'ADEME qui est paru récemment sur un premier bilan de l'hiver 2022-2023 au regard de la notion de télétravail et de sobriété énergétique. Et donc on a souhaité mettre le curseur un petit peu plus loin, et ça va vraiment dans les conclusions de ce rapport de l'ADEME, de dire a priori, le télétravail, ce n'est pas forcément compatible avec la sobriété. C'est-à-dire que dans l'idée, on portait plutôt une idée anti-confinement. C'est-à-dire si vous voulez optimiser vos consommations énergétiques, il vaut mieux rassembler les gens plutôt que de les éparpiller dans des bâtiments vides. La conclusion, c'est que le télétravail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, en tout cas pour les gens qui peuvent le faire. Il ne faut pas oublier qu'une partie de nos collègues ne peuvent pas le faire. Et donc l'idée, c'était plutôt de fermer des bâtiments, très clairement, et puis de rassembler les occupants des bâtiments qui ont été vidés dans des bâtiments sur lesquels on a la maîtrise, sur lesquels on a la capacité à bien piloter ces installations-là. Et donc l'idée, c'était de fermer complètement des bâtiments. Donc là, on est tout de suite dans le plan d'action, mais est-ce que, avant de redétailler peut-être d'autres actions, quel est le plan de sobriété de la métropole, je ne sais pas moi, d'ici 2030 est-ce qu'il y a déjà des grandes lignes qui sont écrites? Oui, bien sûr. Alors, je ne parle que du patrimoine de la collectivité, du patrimoine bâti de la collectivité. Il y a une multitude d'actions qui sont portées par la métropole sur son territoire, sur ses compétences de développement de réseau,
Donc je vous invite à participer aux autres conférences dans lesquelles la métropole est présente et expose ces points-là. En tout cas, sur la question du patrimoine bâti, il y a d'une part la réglementation, avec l'objectif du décret tertiaire, et toute une stratégie patrimoniale énergétique qui mixe les enjeux de gestion patrimoniale. Est-ce qu'on doit rester propriétaire, rester locataire de certains sites, se questionner sur l'usage des bâtiments avant de se poser la question de comment on va les chauffer, et de questionner vraiment le besoin avant tout. Et là, c'est vraiment pousser la question de sobriété énergétique aussi dans la question de sobriété d'usage. Est-ce qu'on a besoin de tel ou tel autre bâtiment? Donc ça, c'est vraiment la stratégie patrimoniale qui pilote ce point-là. Et puis derrière, concrètement, comment on agit? On agit sur les systèmes, sur les systèmes de chauffage, de climatisation, d'éclairage. Donc là, on a des gains qui sont rapides et qui étaient déjà engagés. Et puis plus largement, au regard des objectifs de décret tertiaire, d'aller sur des rénovations énergétiques lourdes où on va chercher du moins 50, moins 60, moins 75% d'efficacité énergétique, de baisse de consommation, toute énergie confondue sur les bâtiments, en ayant en tête aussi le confort d'été, en ayant en tête le développement des biomatériaux biosourcés notamment, et le développement des énergies renouvelables, que ce soit le raccordement au réseau de chaleur ou les utilisations des ENR plus largement photovoltaïques, bois énergie. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé dans les actions concrètes, le rassemblement des personnes dans des bâtiments et fermeture de certains. Vous avez parlé d'éclairage, là. Est-ce que vous êtes passé à de l'éclairage LED ou est-ce qu'il y a d'autres actions très concrètes et des petites astuces aussi de sobriété que vous pouvez partager? Alors, sur l'éclairage, on était déjà dans cette dynamique de relamping, ce qu'on appelle de relamping, donc régulièrement. Et depuis des années, le remplacement systématique des systèmes d'éclairage, notamment par des LED. Donc le bilan, il est déjà largement fait en fait sur cette partie-là. Quelle proportion, on a une idée On est au moins à 75% des sites sur lesquels on a déjà fait ces opérations de relamping. Et il n'y a pas eu d'accélération spécifique sur ce point-là. On est sur un rythme déjà aujourd'hui de remplacement des installations qui ont été vues. Donc l'amélioration, elle est continue et on est vraiment dans cette démarche-là. Virginie, côté principauté de Monaco, alors on va faire un petit peu le même exercice pour que après on puisse décliner sur les actions et comprendre comment vous fonctionnez en matière de sobriété. Quelle est la cartographie, la carte d'identité aujourd'hui du bâtiment sur la principauté? Oui, alors moi je suis pas, on a sous notre responsabilité les bâtiments publics, mais notre mission, comme c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre de la principauté, on intervient plus ou moins directement sur l'ensemble des bâtiments de la principauté. Monaco, c'est donc du privé du privé et du public par des moyens d'action différents, bien évidemment. Il y a 3 millions de mètres carrés de surface utile à Monaco. La répartition, je vais vous la donner en pourcentage, mais dans les bâtiments, c'est souvent un mix. On a rarement un bâtiment qui est entièrement dédié au logement ou entièrement dédié au tertiaire. Il y a souvent du tertiaire avec du logement, du commerce en pied d'immeuble. Donc c'est 60% de logement, 15% d'équipements publics, une dizaine de pourcents pour les bureaux et 6% pour les hôtels. C'est une donnée importante parce que ce sont des gros consommateurs, des points de consommation importants qu'on a adressés. Donc ça, c'est la cartographie dans ces 1500 bâtiments, ces 3 millions de mètres carrés. Et le public, la puissance publique, a la main sur à peu près 400 à 500 bâtiments. Quand je dis à la main, soit elle possède directement ces bâtiments, soit via l'entité qui s'occupe de loger une partie de la population, on a des appartements, le droit de voter aux assemblées générales de ces copropriétés. Donc, et ça a son importance parce qu'on a vraiment une approche à 360 degrés sur ces sujets. Je vais commencer par parler des bâtiments publics. Donc, nous, on est parti sur une démarche d'efficacité énergétique très ancienne, comme
la métropole de Lyon, le relumping, etc. On a fait vraiment des approches au coup par coup. Par exemple, on a sorti toutes les chaudières au fioul des bâtiments publics, donc entièrement publics, là j'entends, je ne parle pas des copropriétés avec de logements, mais vraiment les bâtiments qui sont entièrement à la main du public. On a sorti toutes les chaudières au fioul fin 2021. Là on est en train de sortir toutes les chaudières au gaz. C'est-à-dire qu'il y a tous les bâtiments publics, on avait un lycée avec une chaudière au gaz, on enlève cette chaudière au gaz de ce bâtiment. Vous remplacez par quoi là par exemple? Des pompes à chaleur. On passe sur des pompes à chaleur. Réversibles avec climatisation et chauffage, effectivement. Et donc on a eu cette approche, j'allais dire, travaux par travaux finalement. On se concentre sur la production d'énergie. Et on a aussi une approche de monitoring très forte. L'ensemble des bâtiments publics sont équipés de systèmes de reporting, que ce soit et de pilotage, comme la métropole. Donc on chauffe au bon moment, on éteint au bon moment, on vérifie que la consommation n'est pas trop importante, que dans les écoles, tout s'éteint quand c'est les vacances. Enfin, ce genre de politique d'efficacité énergétique. Mais là, on est vraiment sur du pilotage et du système, finalement. Et on arrive un peu à la même stratégie que la métropole de Lyon, c'est-à-dire que maintenant, on considère le bâtiment dans son ensemble, et on est en train de travailler depuis 4 ans, donc l'ensemble des bâtiments, pas seulement les bâtiments publics, à Monaco sont obligés de faire leur audit énergétique. C'est un audit énergétique dont on a écrit le cahier des charges et qui dresse une liste des travaux à faire pour baisser les émissions de gaz à effet de serre de chacun des bâtiments, que ce soit donc du privé ou du public. Le résultat de cet audit énergétique, c'est une liste de travaux avec une estimation du coût et une estimation du temps de retour sur investissement de ces travaux à faire. Et donc sur les bâtiments publics, on est en train de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on fait des rénovations plus globales. Là où quelques actions concrètes, c'est de l'isolement, l'isolation thermique par l'extérieur. Oui. C'est non seulement on change les fenêtres, mais en même temps, effectivement, on refait une isolation thermique par l'extérieur. On change le système de production. Ça a un avantage très important. Hein. Et cette démarche, on l'applique aussi dans nos subventions privées. C'est-à-dire qu'on va donner une subvention PAC pour installer une pompe à chaleur. Mais cette subvention, elle est plus importante si vous faites une rénovation, vous avez pensé une rénovation globale avant. Donc, c'est-à-dire que vous avez 10%, 15% de plus sur votre taux de subvention si vous êtes accompagné dans une optique de rénovation globale. Peut-être que vous n'allez pas faire les travaux à la fin, mais vous avez réfléchi à avoir la PAC la plus petite possible en ayant réfléchi à qu'est-ce qui crée vos déperditions. Notre démarche d'audit, on arrive à la fin, là on a Dieu merci que 1500 bâtiments et ça a été très actif, c'est-à-dire que ce soit privé ou public, les audits ont été vite faits et de façon très complète. Et donc maintenant on passe vraiment à la phase passons tous à l'action, côté public. C'est beaucoup plus facile parce qu'on a la main, on peut faire du biosourcé, etc. Et côté privé, très clairement, la crise de l'énergie de cet hiver a été un énorme détonateur. Le deuxième détonateur, c'est aussi ce qui est en train de se passer du côté des banques, qui ont leurs régulateurs qui leur demandent d'avoir une étiquette énergétique sur les actifs qu'ils financent pour leurs clients. Donc ça, c'est vraiment un mouvement très fort qu'on voit arriver. Et donc, du coup, vous avez des biens comme le décret tertiaire en France qui n'existe pas à Monaco. Ça a des effets tout à fait rapides sur qu'est-ce qui est un actif qui a une valeur et qu'est-ce qui est un actif qui sera demain un actif pourri et ne vaudra plus rien dans votre bilan. Et donc, du coup, il y a cette démarche qui est en train de s'enclencher qui fait que la rénovation du privé décolle enfin. Il y a de vrais investissements de leur part, en tout cas, pour la rénovation énergétique. Oui. Et je finis juste sur cette approche de l'efficacité énergétique en principauté. On a accompagné le secteur du bâtiment dans cette démarche. On a mis en place une démarche qui s'appelle bâtiment durable méditerranéen, qui existe en France, mais de Monaco. On a adapté des référentiels. Et donc, cette démarche-là, elle embarque tout le monde à bord au sujet de
l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi le confort de vie, la quantité d'eau, enfin un certain nombre de sujets, mais principalement aussi l'efficacité énergétique. Et donc on travaille avec les architectes, on travaille avec les entreprises qui mettent en œuvre les différentes techniques. On travaille aussi avec les mainteneurs, parce que tout ça est une chaîne qui doit travailler ensemble et dans le même sens si on veut que ça fonctionne. Parce que la plus belle des pompes à chaleur, si elle n'est pas gérée comme il faut à la fin, elle ne fonctionnera pas. Et donc, on voit maintenant sortir en principauté des bâtiments donc, estampillés BD2M qui ont une consommation énergétique et un coût global d'exploitation, enfin un coût global du bâtiment qui est bien plus faible que ce qu'on voyait par le passé. Donc, on a le traitement du passé, mais on a aussi une volonté de faire en sorte que le neuf soit le plus efficace possible. Suite à ces audits réalisés, est-ce que vous avez une enveloppe budgétaire qui a été définie avec aussi une roadmap, enfin un planning avec les actions qui sont écrites? Alors sur le bâtiment public, effectivement, maintenant on engage ces rénovations sous le format BD2M, donc approche globale du bâtiment, enveloppe, enfin tout. Donc ça c'est le premier point. Donc ça se déroule et on a un service de maintenance des bâtiments publics qui est vraiment très efficace, qui installe des panneaux solaires, enfin qui a vraiment adopté cette vision des choses. Et on essaye de faire la même chose avec le privé. À nouveau, pour avoir une subvention pompe à chaleur, vous devez vous faire accompagner par un accompagnateur BD2M. Sa prestation est entièrement subventionnée, mais il vous explique ce que vous pouvez faire pour avoir une pompe à chaleur plus faible, de plus faible puissance, en changeant vos doubles vitrages. Il y a une subvention pour changer les simples vitrages en double vitrage. L'isolation thermique par l'extérieur, comment la mettre en œuvre, etc. etc. Donc on essaye vraiment de mettre les partenaires dans une optique de vision globale de l'efficacité énergétique et surtout d'avoir des bâtiments neufs plus efficaces que les anciens. Ça a l'air bête de le dire comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas. On parle beaucoup d'innovation ici. On a aussi des innovations et des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie dès qu'ils sont mis en œuvre. Et c'était un point important. À Monaco, on renouvelle 1% de la surface utile tous les ans. Donc ça veut dire que la ville se reconstruit entièrement en 100 ans. Donc c'est important de travailler sur le neuf. Tout à l'heure, en introduction, Étienne Jadot, vous avez abordé un sujet, du coup, maintenant on va en parler. C'est une étude qui vous a été demandée, qui s'appelle Smart Plus. Alors, Virginie, c'est vous, de votre côté, de votre division, qui a demandé à la SMEG cette étude. Alors, comment ça a démarré ? L'idée, c'est que quand on a attaqué il y a 6 ans ce sujet, on s'est attaqué aux gros objets, c'est-à-dire aux bâtiments les plus consommateurs d'énergie en principauté. Et on a essayé de comprendre comment ils consommaient leur énergie. Mais je ne vais pas prendre le speech d'Étienne, je vais laisser Étienne raconter. Mais même avant, vous allez peut-être nous rappeler ce qu'est la SMEG, exactement ce que vous faites et dans quel cadre la sobriété énergétique elle est abordée au sein de la SMEG. Oui, alors la SMEG, comme je le disais en introduction, c'est la Société monégasque d'électricité et de gaz, donc c'est le fournisseur et distributeur d'énergie, électricité et gaz en principauté de Monaco. On a encore un monopole, contrairement à la France, en principauté. Et donc on gère également plusieurs boucles de thalassothermie, dont Virginie a un peu parlé, mais qui permettent d'exploiter l'énergie de la mer pour chauffer et refroidir les bâtiments. Comme la géothermie, mais version eau. Exactement. On a la chance d'habiter en bord de mer, donc de pouvoir installer ce type de technologie. On gère également l'éclairage public en principauté de Monaco. Et depuis une dizaine d'années, la SMEG a diversifié ses activités sur les activités de transition énergétique. Et on est vraiment très, très impliqué dans cette thématique de la transition énergétique. On a notamment développé 3 activités. Une activité d'énergie renouvelable avec la pose de panneaux photovoltaïques en principauté.
Mais bon, on a un espace assez réduit en principauté, donc on a fait tout ce qu'on pouvait, notamment en toiture, mais également en dehors de la principauté avec des développements de champs photovoltaïques sur le territoire français notamment. Donc ça, c'est une première activité. Une deuxième activité de borne de recharge de véhicules électriques. Là encore, on est parti sur les territoires de la principauté et fort de cette expérience, aujourd'hui, on développe aussi cette activité en dehors de la principauté. Et la troisième activité qui concerne particulièrement notre table ronde aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique, avec le développement d'une solution qui s'appelle Smart Plus, qui est une solution de monitoring des consommations d'énergie. Et le lien avec Virginie, à l'origine de ce projet-là, le gouvernement, via la MTE, nous avait mandaté, nous SMEG, pour faire une étude pour comprendre les consommations d'énergie des bâtiments en principauté de Monaco. Donc, en tant que fournisseur, on a été interroger les principaux consommateurs, les plus gros consommateurs de la principauté, pour comprendre comment ils consommaient entre le chauffage, la climatisation, l'éclairage, la ventilation, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour le cas du bâtiment tertiaire, il y avait 50% des consommations d'énergie qui étaient inexpliquées par les consommateurs eux-mêmes. Donc là, on s'est dit qu'il y avait énormément un gisement énorme d'économie d'énergie sur ces bâtiments tertiaires. Et donc le gouvernement de Monaco nous a mandaté à nouveau pour trouver une solution pour comprendre et aller plus loin dans le détail des consommations des bâtiments tertiaires pour aller chercher ces gisements d'économie d'énergie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé le projet Smart Plus. Alors aujourd'hui, l'offre Smart Plus, elle est déployée. Tout à fait. Alors, elle est déployée sur une centaine de bâtiments en principauté. Donc, c'est une offre, comme disait. Depuis quand à peu près vous avez... Les plus anciens datent d'il y a 5 ans et ils sont toujours équipés aujourd'hui de la solution. Donc c'est une solution qui permet c'est une solution de mesure et d'analyse des consommations énergétiques qui permet d'obtenir le détail des consommations par usage, donc éclairage, chauffage, ventilation, climatisation, informatique, etc. Et grâce à cette décomposition par usage, on est capable de faire des analyses pour optimiser ces consommations, identifier les gaspillages, identifier si les équipements sont pilotés comme on pense qu'ils sont pilotés, identifier les dérives. Ça nous permet également d'identifier les principaux postes de consommation et donc de prioriser notre plan d'action d'efficacité énergétique. Et donc voilà, aujourd'hui on a déployé la solution sur plus d'une centaine de bâtiments à Monaco et on développe également ce projet à l'extérieur de la principauté aujourd'hui. Alors concrètement, ça se caractérise par des capteurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, en tant que fournisseur d'électricité, les consommations globales de chacun des consommateurs, on les avait au même titre que Enedis a les consommations électriques de tous les consommateurs en France. Mais cette donnée-là ne suffisait pas pour optimiser les consommations. Donc la technologie qu'on a développée, c'est un capteur qu'on installe en amont du tableau général basse tension des bâtiments. Et avec un unique capteur, on est capable d'obtenir la décomposition par usage de ce bâtiment. Et c'est une solution qui est non intrusive, qui s'installe extrêmement rapidement. En moins d'1 heure, on est capable de l'installer. Et ensuite, la donnée, on la récupère et on l'affiche sur une plateforme qui est en ligne et qui permet de réaliser toutes les analyses nécessaires pour optimiser ses consommations d'énergie. Donc là, ça fait 5 ans que c'est déjà déployé. Aujourd'hui, quels sont les résultats, les analyses que vous avez pu en tirer ? Et puis après, derrière, les actions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, en moyenne, sur tous les sites qu'on a équipés, on a environ 15% d'économie d'énergie réalisée grâce à la solution Smart Plus. En ce qui concerne les actions, alors en plus de l'instrumentation des bâtiments et de l'accès à la plateforme de visualisation qui permet de faire ces analyses en autonomie, on propose également un accompagnement avec nos energy managers qui vont faire les analyses pour le client et faire des préconisations d'actions d'efficacité énergétique. Et là, bon, on a tout un tas d'actions qu'on a pu proposer pendant ces 5 années avec la distinction, comme
comme Sébastien le disait, sobriété énergétique versus efficacité énergétique. Et à chaque fois, bâtiment par bâtiment, on faisait les analyses et on proposait des actions d'économie d'énergie. Donc, il y allait du relamping LED à des propositions de modification de pilotage de certains équipements, à des actions plus onéreuses comme le remplacement d'un système de chauffage par une pompe à chaleur ou au raccordement aux boucles thalassothermiques, etc., etc. Donc, toutes les actions possibles, on les a déployées sur le territoire de la Principauté. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu rapidement du télétravail avec Sébastien. Est-ce que vous jugez, enfin tous les trois, hein, que le télétravail a son importance dans la sobriété ou pas forcément? Enfin voilà, quels sont vos points de vue et puis peut-être expérimentation que vous avez pu avoir par rapport au télétravail sur les consommations? Oui, enfin, effectivement, on a eu ce sujet télétravail à traiter. Nous, sur tout ce qui est bâtiment public, on savait que des services étaient fermés et on fermait à distance tout ce qui était consommation d'énergie. Enfin, tout est piloté au plus fin, hein, et il y a eu un management particulier pendant la période Covid. Maintenant, pour reprendre l'étude de l'ADEME, il faut fermer le bâtiment pour que le télétravail ait un impact quelconque sur la consommation d'énergie. Donc, déjà, d'éviter d'avoir un bâtiment d'être chauffé à 19, on les descend à 15 ou 16 si c'est sur une courte période, le week-end par exemple, ou la nuit, c'est ce qu'on fait. Et puis on les descend beaucoup plus bas encore quand c'est fermé pour plus longtemps. Mais à part cet impact-là, non, on n'a pas eu de retour d'expérience particulier sur ce sujet. Parce que c'est un vrai changement sociétal en tout cas, et donc pour vous, Oui. ça modifie quand même la gestion des bâtiments. Oui, il fallait que les bâtiments soient pilotés pour que ce soit possible. Et ça, on a l'équipement nécessaire pour le faire. Et c'est vrai que ça a eu un impact de ce côté-là. Mais c'est vrai que, il faudrait, c'est une discussion qu'on a eue il y a peu de temps, il faudrait organiser le télétravail de telle façon à ce que le vendredi, par exemple, tout le monde soit en télétravail et qu'on ferme le bâtiment. C'est tout le monde en même temps, oui. Il n'y a pas de permanence en fait. Exactement. Et donc, du coup, c'est assez peu compatible avec la notion de service public. Parce que imaginez que vous arriviez chez nous le vendredi matin et que la porte soit fermée, vous ne seriez pas très content. Tout à l'heure, on a parlé avec Sébastien l'impact de la hausse des coûts cet hiver et puis l'abaissement de la température à 19 degrés. Alors, je ne sais pas, sur Monaco, c'est la même chose, j'imagine. Tout à fait, on a passé l'ensemble des bâtiments publics à 19 degrés. Ouais. Alors là, comment vous anticipez l'été qui peut être très, très, très chaud? Est-ce que vous allez avoir un peu la même logique avec des critères, des températures par rapport aux bâtiments climatisés? Est-ce qu'il y a une stratégie, enfin en tout cas un plan d'action qui est déjà défini? J'imagine que oui. Il est en ligne, pas forcément discuté aujourd'hui avec toutes les instances qui portent sur ces sujets-là, les comités avec les organisations syndicales, très clairement. L'objectif, il est un petit peu différent quand même de la sobriété de l'hiver. Là, l'idée, c'est plutôt, j'allais dire, un plan canicule. C'est-à-dire qu'il y a des sites sur lesquels il n'y a pas de climatisation, et c'est tant mieux. Et vraisemblablement, on n'en mettra jamais, parce que c'est une solution technique à une problématique. La problématique, c'est le confort d'été. On peut le traiter de manière différente. En tout cas, pour se préparer aux conditions estivales qui seront vraisemblablement encore difficiles, si ce n'est pas cet été, ça sera celui d'après, etc., etc., c'est d'avoir cette même approche. C'est comment on peut rassembler des agents dans des bâtiments qui sont équipés, qui sont climatisés, confortables, dans le respect de la réglementation. En France, on ne climatise pas en dessous de 26 degrés. Tant mieux. Et là, ça appelle vraiment aussi à la capacité à piloter ces installations-là. Et c'est un peu notre lutte au quotidien. Et j'apprécie moi aussi aujourd'hui d'être mis en lumière, au sens propre aussi, et au sens figuré sur ces notions-là, parce que c'est notre lutte au quotidien, c'est-à-dire d'éviter de développer des climatisations individuelles, site par site, bureau par bureau, où finalement les gens ont la main.
ont une petite télécommande et puis vont mettre 22 degrés. Et ça, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut aller chercher cette sobriété individuelle, faire comprendre ces changements de comportement. Et ça, c'est vraisemblablement ce qui est le plus difficile à faire. Comment vous agissez concrètement là aujourd'hui quand il faut faire changer un peu la société alors il y a du bon sens évidemment et je pense que chacun est sensible à ça, mais c'est peut-être facile de mettre à 22 sa clim dans son bureau, et comment vous arrivez à les acculturer à ce changement et à cette sobriété? Aujourd'hui, on n'a pas un agent ou un gendarme derrière chaque poste de climatisation. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé par les solutions présentées par Étienne, parce que ça peut être aussi un bon moyen d'identifier de manière rapide les sites qui sont en dérive, et justement derrière d'aller expliquer, d'aller trouver d'autres solutions techniques qu'une climatisation. Donc c'est quand même l'accompagnement de la sobriété et de l'efficacité. Il est coûteux. Si c'est la sobriété, on peut dire de passer de 21 à 19 degrés, ça coûte rien. Non, ça coûte d'avoir des équipements qui permettent de le faire. Ça coûte de la communication, ça coûte de la pédagogie. Ce ne sont pas des actions entre guillemets gratuites. Elles ont des bons temps de retour, ça c'est clair, mais elles ne sont pas gratuites. Elles nécessitent aussi qu'on sorte de notre cadre d'ingénieur, de technicien, pour justement aller toucher cette corde sensible de communication, de sensibilisation auprès des agents, en tout cas pour ce qui est de la collectivité. Alors oui, c'est pas neutre économiquement, mais est-ce que ça peut être vu à l'inverse comme une source de marge, cette sobriété énergétique? Le résultat de notre hausse du prix de l'électricité et du gaz cet hiver, en principauté, c'est moins 10% de consommation d'électricité sur la période. Nous, ça fait 6 ans qu'on accompagne les gens à consommer plus efficacement, à bâtir, rénover plus efficacement pour diminuer la consommation d'énergie. Le signal prix, c'est quand même le signal le plus efficace. Tout le monde a fait, tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup plus de personnes ont fait attention. Nous, le sujet maintenant, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à faire de l'investissement en CAPEX, c'est-à-dire à investir pour changer leurs équipements, pour éviter de dépenser trop d'OPEX, de frais d'énergie, de charges d'énergie, alors qu'en ce moment, ils sont un peu pris à la gorge finalement, parce que la hausse de l'énergie a été tellement soudaine, tellement une surprise pour tout le monde que là ils subissent leurs OPEX. Donc on est vraiment dans un mouvement d'accompagnement via une subvention qui s'appelle la transition énergétique des entreprises, et on subventionne de l'investissement en CAPEX qui permet de réduire les OPEX des entreprises. Et vraiment ce mouvement, des gens qu'on allait chercher sur ces sujets par le passé en disant non mais vous pouvez faire quelque chose, ça va mieux, il y a des équipements moins énergivores, etc. Le discours ne passait pas du tout, ils ne comprenaient pas de quoi leur en parlait, parce que l'énergie c'était vraiment Ouais, vous leur demandiez combien ils payaient en facture d'électricité, ils ne le savaient pas. Je peux vous dire qu'après une hausse de 45%, ils savent tous combien ils payent en électricité maintenant. Et ils ont tous envie d'arranger les choses. Étienne ? Si je peux compléter, oui, cette hausse des prix de l'énergie, c'est vraiment un mal pour un bien, parce que ça a permis d'améliorer la rentabilité des investissements d'économie d'énergie faits par les acteurs. On a quelques minutes pour accueillir quelques questions. Alors, oui, alors ici, monsieur en face de moi. Bonjour, je voulais vous remercier pour vos interventions. Je vous laisse juste vous présenter. Oui, donc je m'appelle Mathieu Adnaud et je suis étudiant en master de chimie, mais aussi en stage dans une boîte qui travaille sur de l'IoT, donc des objets connectés. Et donc la solution Smart Plus que vous présentez me paraît très intéressante. Et en fait, je me questionnais sur le fait que, si j'ai bien compris, en 5 ans, vous l'avez déployé sur 100 bâtiments, donc à peu près 7% du parc de Monaco, si j'ai fait les calculs. Et je me demandais pour vous quels étaient les freins identifiés. En fait, est-ce que c'est un frein économique? Est-ce que c'est la gestion de l'ensemble de ces données qui limitait ce déploiement?
Vous voulez dire pour pas avoir déployé la solution sur 100% des bâtiments de Monaco? Oui, est-ce que c'est parce que c'est privé-public aussi? On a ciblé les 100 bâtiments les plus consommateurs d'énergie. 60% de la consommation d'électricité. Ouais, c'est ça. Enfin, on ne cherche pas des solutions globales, hein. Nous, on cherche les solutions qui font gagner le plus rapidement. Donc là, on est allé cibler tout de suite les bâtiments les plus consommateurs. De convaincre la petite copropriété au coin de la rue qu'il faut faire quelque chose, etc. Ça prend beaucoup de temps. On passe plus de temps à expliquer à la grosse copro qui chauffe au gaz qu'il est vraiment urgent de faire quelque chose. On n'est pas très nombreux, donc on va au plus efficace. Et donc, ces 100 bâtiments dont on parle, c'est des bâtiments qui ont été accompagnés par la MTE. Et pour les autres bâtiments, on propose également Smart+, mais cette fois en offre indépendante de cet accompagnement de la MTE. Et initialement, comme on disait à l'instant, ce n'était pas spécialement une offre qui les intéressait, mais depuis un an, avec la hausse des prix de l'énergie, on a de plus en plus de demandes pour installer la solution, y compris pour les bâtiments les moins consommateurs. Je peux ajouter un retour d'expérience sur l'instrumentation Smart+, mais on a essayé aussi d'autres dispositifs. Il y a Calisteo qui est en bas, on a travaillé avec eux. Nous, on a 2 retours d'expérience sur ces sujets. Le premier retour d'expérience, c'est qu'il faut de l'humain derrière la machine. Si vous accompagnez pas les gens, si vous leur expliquez pas, si vous échangez pas avec eux, là j'ai un bruit de moteur, mais qu'est-ce que c'est, etc. Ça marche pas. Ça, c'est le premier retour d'expérience. Et nous, le retour d'expérience qu'on a eu, c'est que sur les bâtiments qui fonctionnent entièrement, qui ont pour principale source d'énergie l'électricité, et ça a été un peu une surprise pour nous, qui sont chauffés par du chauffage urbain ou des choses comme ça, par ailleurs. La consommation d'électricité à hauteur de 40 à 50%, c'est le traitement de l'air. Le sujet que personne ne regarde jamais. Est-ce que les filtres ont été nettoyés? Est-ce qu'il y a un variateur? Est-ce qu'on peut baisser la quantité d'air traité quand il n'y a personne dans le bâtiment? Est-ce qu'on peut adapter la ventilation à la pollution extérieure, mais aussi à la pollution intérieure du bâtiment, etc. Ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on travaille maintenant, puisqu'on a fait ce constat qu'on avait une grosse consommation d'énergie sur ces CTA, et je le dis à nouveau, dont personne ne s'occupe. De ne pas avoir les conduits nettoyés, les bouches nettoyées. Les bonnes etc. VMC finalement, ouais, les le VMC, flux ouais. notamment. Alors on a des bâtiments où c'est plus complexe que de la VMC, mais oui, c'est principalement ça. Et c'est des vieux moteurs, c'est un truc dont personne ne s'occupe. Je ne sais pas si vous avez ce constat-là aussi. On l'a et on agit dessus. On essaye d'être sur les moteurs asynchrones, sur tous les systèmes. Là aussi, on l'a dit, mais c'est de travailler effectivement d'abord on a mis d'abord sur l'exploitation, avoir des bons mainteneurs, avoir des bonnes entreprises qui sont impliquées dans la recherche d'efficacité énergétique et dans la sobriété d'abord. Trouver les bonnes solutions technologiques, et c'est vrai que les CTA, les centrales de traitement d'air, pour dire simplement, mais ça met aussi en perspective des sujets de qualité d'air, comme vous l'avez souligné, de confort d'été, parce que ça nous permet aussi de faire de la surventilation, d'essayer de rafraîchir les bâtiments, etc. Et c'est vrai que là, on a un sujet qui est colossal, parce que c'est beaucoup moins visible que de changer une énergie, c'est beaucoup moins visible que de remplacer une chaudière, et pour autant, c'est des consommations qui sont quasi permanentes. Comme à la maison, un frigo, en fait, c'est vraisemblablement ce qui consomme le plus chez vous à l'année, et pour autant, on n'a pas l'impression qu'il est le plus consommateur. Donc effectivement, on a toute cette série de mesures sur la qualité de la filtration. On va aussi sur le nettoyage des filtres, pouvoir trouver des filtres qu'on puisse réutiliser. Voilà, aussi dans ces démarches plus largement qu'énergétiques et aussi environnementales. Y a-t-il une dernière question? Écoutez, la conférence est terminée, pile à l'heure.